ma sœur Coralie s'est assurée que tout le monde à son mariage sache que j'étais la pathétique célibataire. Elle m'a placée à la table des exclus, présentée comme celle qui cherche encore. Mais quand un parfait inconnu m'a murmuré, « Fais comme si tu étais avec moi », sa journée parfaite s'est transformée en ma vengeance parfaite. Ce qui s'est passé ensuite a laissé ma sœur bouche bée. Avant de vous raconter tous les détails de cette journée qui a changé ma vie, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous me regardez, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et imaginer la communauté que nous formons ensemble. Je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans. Quand les gens regardent ma vie, ils voient une façade de réussite impeccable. Une carrière de directrice marketing dans une start-up parisienne en vogue, un charmant 2 pièces avec poutres apparentes au cœur du Marais, une indépendance farouchement défendue. C'est l'image que je projette. La vérité est plus nuancée, tissée de soirées silencieuses où le succès professionnel peine à combler le vide d'une conversation. Cette solitude, cette faille dans mon armure, est le terrain de jeu favori de ma sœur cadette, Coralie. Notre relation a toujours été un champ de bataille déguisé en jardin de roses. Une guerre froide menée à coups de sourires en coin et de compliments empoisonnés. Je suis l'aînée, la cérébrale, celle qui a fui notre petite ville de province pour les lumières de Paris. Elle est la cadette, la solaire, celle dont la beauté et le charme ont toujours tout facilité. Le fossé s'est creusé le jour de mes 18 ans. Je me souviens encore de l'excitation en déchirant l'enveloppe de la Sorbonne. J'étais admise. J'ai dévalé les escaliers pour le lui annoncer. Coralie, 16 ans, m'a prise dans ses bras, son visage affichant une joie parfaite. « Je suis si fière de toi, grande sœur. »« C'est incroyable », m'a-t-elle dit. Puis, elle a ajouté, avec une fausse naïveté, « Mais tu n'as pas peur de te sentir seule, dans une si grande ville ?» Elle avait déjà tout compris. Elle savait que ma plus grande ambition était aussi ma plus grande vulnérabilité. Cette dynamique s'est envenimée au fil des ans, atteignant son paroxysme avec son mariage imminent avec Jean-Philippe. C'était le couronnement de sa réussite à elle, un mari riche, une belle maison, une vie sociale bien remplie. Mon célibat, à côté, devenait une tare, la preuve irréfutable de mon échec personnel. Ces piques étaient d'autant plus cruelles qu'elles résonnaient avec l'écho douloureux de ma dernière rupture. 1 an plus tôt, Marc m'avait quitté. « Tu es une femme incroyable, Elodie, avait-il dit, mais ta carrière est une maîtresse trop exigeante. » Cette phrase, Coralie semblait l'avoir gravée dans sa mémoire pour me la resservir à chaque occasion. Le coup de fil est arrivé un mardi soir, alors que je bouclais un dossier important. Sa voix était douce comme le miel. « Elodie. Je te dérange ? J'imagine que tu es encore au bureau à sauver le monde. » La première flèche. Je t'appelle pour le plan de table, c'est un vrai cauchemar. Tu sais, la famille de Jean-Philippe est très traditionnelle, un peu vieille France. Pour les tables principales, c'est la famille très proche, les couples mariés. C'est très codifié. Alors pour les +1, c'est impossible. Tu comprends, n'est-ce pas ? Ça simplifiera les choses. Le silence qui a suivi était lourd de sous-entendus. Je l'imaginais, à l'autre bout du fil, jubilant. J'ai fermé les yeux, une vague de lassitude m'envahissant. J'ai pensé à toutes les batailles que j'avais perdues d'avance, à toutes les fois où j'avais cédé pour avoir la paix. Je me suis revue, assise seule dans un coin à son enterrement de vie de jeune fille, pendant que ses amis parlaient de leur futur bébé. Je me suis revue à Noël, recevant en cadeau un livre sur « Comment trouver l'homme de sa vie ». J'étais fatiguée. Oui, Coralie. C'est parfait. Pas de problème, ai-je menti, ma voix blanche. Oh, super. Je savais que tu serais compréhensive. Tu es la meilleure des grandes sœurs, a-t-elle triomphé. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps immobile, fixant le vide. Une partie de moi hurlait de ne pas y aller, de boycotter cette mascarade. Mais une autre partie, plus faible, plus vieille, ne pouvait s'y résoudre. C'était ma sœur. Et malgré la douleur, l'amour était toujours là, enfoui sous des couches de ressentiment. J'irai. J'irai et j'encaisserai. Une dernière fois. J'ai donc fait ma valise comme on se prépare pour une bataille. J'y ai mis ma plus belle robe comme une armure, un chèque généreux comme un tribut, et le maigre espoir que, peut-être, cette fois,
les choses seraient différentes. J'étais d'une naïveté pathétique. Je marchais droit dans une embuscade, et j'avais moi-même fourni les armes à mon ennemi. Le domaine de Vallombreuse était encore plus beau en réalité que sur les photos du site web. C'était une symphonie de pierres dorées, de cyprès élancés et de lavandes odorantes. Un décor de rêve pour un mariage de princesse. En garant ma voiture, j'ai aperçu mes parents près de la fontaine centrale. Ma mère, dans un tailleur lavande impeccable, était absorbée dans une conversation avec sa future belle-famille. Mon père, engoncé dans son costume, avait l'air de vouloir se fondre dans le décor. Je me suis approchée, le sourire aux lèvres. Maman, papa. Ma mère s'est retournée, surprise. Élodie. Tu es là. Tu as fait bonne route? Ta sœur est d'un stress, tu devrais aller la voir, elle a besoin de toi. Aucune question sur moi, sur mon voyage. Toute son attention était déjà tournée vers Coralie, la star du jour. Mon père m'a gratifié d'un « bonjour ma fille » avant de se replier dans son silence habituel. J'ai compris que, comme toujours, je ne devais attendre aucun soutien de leur part. Ils étaient les spectateurs passifs de la cruauté de Coralie, une neutralité qui équivalait à une complicité. C'est Marion, la demoiselle d'honneur en chef, qui m'a prise en charge avec un enthousiasme suspect. Élodie. Superbe, ta robe. Une couleur très visible. Allez, viens, je t'accompagne à ta place, tu vas être très bien. Le mot « accompagner » était un euphémisme. Elle me précédait d'un pas rapide, me forçant à la suivre à travers un dédale de tables magnifiquement dressées. Chaque pas qui nous éloignait de la table d'honneur était une petite humiliation supplémentaire. Nous avons dépassé la table des amis de Paris, qui m'ont fait des signes de la main auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre. Nous avons dépassé la table des cousins, puis celle des vieux amis de la famille. Nous arrivions en territoire inconnu, une zone grise à la périphérie de la fête. Finalement, elle s'est arrêtée devant la table 12. Mon cœur s'est serré. Elle était parfaitement située, assez loin pour être ignorée, mais assez visible pour que tout le monde puisse constater mon isolement. C'était un coup de maître. Voilà. Tu es à côté de tante Yvonne, tu vas l'adorer, a-t-elle lancé avec un clin d'œil avant de disparaître. Tante Yvonne était la grand-tante par alliance de mon père, une femme dont le passe-temps favori était la critique. Elle m'a dévisagé par-dessus ses lunettes. Ah, c'est toi, la Parisienne. On m'avait dit que tu venais seule. À ton âge, ce n'est pas prudent de rester sur le marché. La marchandise s'abîme. À ma droite, 2 collègues de Coralie tapaient frénétiquement sur leur téléphone, créant un mur d'indifférence. Je me suis assise, essayant de respirer. Le brouhaha de la fête me parvenait comme un écho lointain. J'étais sur une île, et l'océan de bonheur qui m'entourait menaçait de m'engloutir. Le supplice a atteint son paroxysme lorsque Coralie, après la cérémonie, a fait son tour triomphal. Arrivée à ma table, elle a fait mine de me découvrir. Oh, mais te voilà. Viens vite, il faut que je te présente à la famille de Jean-Philippe, il meurt d'envie de te rencontrer. Elle m'a exhibé comme on montre un animal curieux dans un zoo. Voici ma grande sœur, Élodie. Elle a une carrière formidable à Paris. Elle n'a pas encore trouvé le bon, elle est très exigeante, notre Élodie, a-t-elle expliqué à un groupe qui me regardait avec une pitié non dissimulée. Madame Bernard, la mère du marié, une femme au port altier et au regard d'acier, m'a prise à partie. Le travail, c'est bien, ma chère. Mais un mari, c'est un projet de vie. Une femme ne s'épanouit pleinement que dans la maternité. Vous devriez y songer sérieusement. L'horloge tourne. Elle a dit cela avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui détient la vérité universelle. Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de mon estime de soi. Je souriais, je hochais la tête, je jouais mon rôle, mais à l'intérieur, je me désagrégeais. J'étais un puzzle dont les pièces tombaient une à une, et je savais que le coup de grâce n'allait pas tarder. Le point de rupture est arrivé, comme je m'y attendais, avec l'annonce du lancer du bouquet. Une boule s'est formée dans mon estomac. Pour échapper à l'inévitable, je m'étais réfugiée sur la terrasse, un verre de champagne à la main, prétextant un appel professionnel. La nuit provençale était douce, parfumée au jasmin et à la lavande. J'échangeais des messages avec ma meilleure amie, Claire,
qui m'envoyait des vagues de soutien depuis Paris. Ignore-la, écrivait-elle, elle est juste jalouse de ta liberté. Ces mots étaient un réconfort fragile, une petite lumière dans l'obscurité. Cette lumière a été brutalement éteinte par l'arrivée de Marion. Élodie. Ça alors, en plein appel? Le travail n'attend pas, même au mariage de ta sœur. Allez, viens vite, le lancer du bouquet commence, tu ne voudrais pas rater ça. Son ton enjoué était une insulte. Elle ne m'a pas laissé le temps de répondre, m'agrippant le bras et me ramenant de force à l'intérieur, sous les lumières crues de la salle de réception. Je me suis retrouvée projetée au milieu d'un groupe de jeunes femmes gloussantes, dont l'âge moyen ne devait pas dépasser 24 ans. Leurs rires, leurs regards excités, tout en elles soulignaient mon décalage. J'étais un anachronisme, une vieille fille aigrie au milieu de la jeunesse triomphante. Je me sentais observée, jugée, disséquée. Coralie, sur son estrade, était la maîtresse de cérémonie de mon humiliation. Elle a capté mon regard, et j'ai vu une lueur de pur triomphe dans ses yeux. C'était le moment qu'elle attendait. Elle a fait un grand sourire à l'assemblée, s'est retournée, a pris son élan, et a lancé le bouquet avec une précision calculée dans la direction opposée à la mienne. Une clameur de joie a salué la réception du bouquet par une jeune cousine de la mariée. Coralie l'a chaleureusement félicitée, puis, son forfait accompli, a laissé sa fidèle complice porter le coup de grâce. Marion s'est approchée de moi, un faux air de compassion sur le visage. Oh là là, ma pauvre Élodie, encore ratée. Tu sais, a-t-elle ajouté à voix haute pour que les voisines entendent, ma cousine a rencontré son mari sur un site pour seniors. Il ne faut jamais désespérer. Les rires qui ont suivi ont été comme des éclats de verre dans mes oreilles. C'en était trop. La tristesse et la honte ont laissé place à une rage froide et pure. Un volcan endormi depuis des années venait d'entrer en éruption. Une colère contre cette mise en scène cruelle, contre l'hypocrisie de cette famille, et surtout, une colère immense contre moi-même. Pourquoi avais-je accepté ça? Pourquoi avais-je laissé ma sœur me réduire à cette caricature de femme seule et désespérée? À ce moment précis, j'ai su que je ne pouvais pas rester une seconde de plus. J'ai pris une décision irrévocable. Partir. Non pas en fuyant comme une victime, mais en tournant le dos à ce cirque, en leur signifiant mon mépris. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en claquant la porte, ou auriez-vous tenté une confrontation? Dites-le-moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir comment vous auriez géré cette situation insupportable. D'un mouvement brusque, j'ai tourné les talons. J'ai fendu la foule des jeunes femmes, mon visage un masque de fureur glaciale. Mon seul but était d'atteindre la table 12, de prendre mon sac et de disparaître à jamais. Mes mains tremblaient, mais mon pas était assuré. J'étais une comète de rage filant vers la sortie. Je ne voyais rien, n'entendais rien, sauf le battement assourdissant de mon propre cœur. C'est pourquoi je n'ai pas vu l'homme qui se tenait sur mon chemin. Je n'ai entendu que sa voix, un murmure qui a traversé le tumulte de ma colère. Fais comme si tu étais avec moi. Ces quelques mots, prononcés d'une voix calme et profonde, ont eu l'effet d'un coup de frein brutal. J'ai stoppé net, mon élan brisé. J'ai levé la tête, prête à congédier l'importun, et mon regard a croisé le sien. Il était grand, et son costume sombre contrastait avec l'agitation colorée de la fête. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé. D'un bleu intense, il me fixait avec une gravité et une compréhension qui semblaient sonder mon âme. Pardon, ai-je réussi à articuler, ma colère s'évaporant pour laisser place à une immense confusion. Je m'appelle Bastien. Je suis le cousin de Jean-Philippe, a-t-il expliqué, sa voix toujours aussi posée. Et je pense que vous avez assez enduré pour ce soir. Il a jeté un regard désapprobateur en direction du groupe de Coralie. J'étais assis juste derrière vous pendant le dîner. J'ai entendu votre sœur briefer ses amis. Je la cite, ce soir, Élodie va enfin comprendre qu'une carrière ne remplace pas une famille. C'était d'une bassesse inouïe. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Ces paroles ont eu l'effet d'un baume sur une plaie à vif. Il ne me plaignait pas. Il me validait. Il avait vu, il avait entendu, et il nommait la chose pour ce qu'elle était, une agression. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais plus seule. Un poids énorme s'est détaché de mes épaules, me laissant presque chancelante.
Il a dû sentir ma détresse. Je comprends parfaitement si votre seule envie est de partir d'ici en courant, a-t-il continué. Mais si vous me le permettez, j'ai une contre-proposition. Restez. Et laissez-moi vous aider à retourner la situation. Pensez grec comme à une pièce de théâtre. Le premier acte était le sien. Le deuxième peut être le nôtre. Son offre était folle. Absurde. J'étais là, au bord des larmes, prête à fuir, et cet inconnu me proposait de devenir son partenaire dans une comédie de la vengeance. La prudence me hurlait de refuser, de prendre mes jambes à mon cou. Mais j'ai tourné la tête et j'ai vu Coralie qui me regardait de loin, l'air faussement inquiet. Elle attendait ma reddition. Elle attendait de pouvoir raconter à tout le monde comment sa pauvre grande sœur avait fini par craquer. Cette vision a été l'étincelle. Une flamme de défi s'est rallumée en moi. Après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre? Ma dignité était déjà en lambeaux. D'accord, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Quel est le plan? Un sourire a illuminé son visage, un sourire qui a chassé une partie de l'ombre qui m'entourait. Excellent. Le plan est simple. Pour l'instant, nous discutons. Comme de vieux amis qui se retrouvent. Avec une aisance déconcertante, il m'a ramené vers la tristement célèbre table 12. Mais au lieu de me laisser m'asseoir, il a attrapé une chaise d'une table voisine, l'a placée face à la mienne, et s'est assis si près que nos genoux se touchaient presque. Il a ignoré tant Yvonne et les autres, créant une bulle d'intimité autour de nous. Alors, Élodie, a-t-il commencé, son regard planté dans le mien, pour que je sois crédible en tant que vieille amie, il faut que j'en sache un peu plus sur vous. Oubliez votre sœur, oubliez cet endroit. Parlez-moi de vous. La simplicité de sa requête m'a décontenancée. Personne ne m'avait posé cette question de toute la soirée. J'ai commencé à parler, hésitant au début, puis ma voix s'est affermie. Je lui ai parlé de mon travail, de la fierté que je ressentais à voir une de mes campagnes publicitaires dans le métro. Je lui ai parlé de mon amour pour la photographie, de mes week-ends passés à me perdre dans les rues de Paris, mon appareil photo à la main. Il écoutait. Vraiment. Il ne m'interrompait pas, ne ramenait pas la conversation à lui. Il hochait la tête, posait des questions pertinentes, son attention entièrement tournée vers moi. Et miracle, en parlant, je me suis souvenu de qui j'étais. Je n'étais pas juste la sœur de la mariée. J'étais Élodie. Une femme avec des passions, des talents, une vie. Cet inconnu, en quelques minutes, était en train de recoller les morceaux de mon identité que Coralie avait passé la soirée à essayer de briser. Le deuxième acte venait de commencer. Notre petit manège n'a pas tardé à produire son effet. Le spectacle d'un homme aussi manifestement désirable et à l'aise, engagé dans une conversation passionnée avec la paria de la soirée, était trop incongru pour passer inaperçu. Les chuchotements ont repris, mais leur tonalité avait changé. La pitié avait cédé la place à une curiosité teintée de confusion. Tant Yvonne elle-même semblait avoir oublié ses récriminations, nous observant avec des yeux ronds. Coralie, bien sûr, a été la première à réagir. Je l'ai vue, de loin, se raidir. Son radar à drame s'était mis en alerte maximale. Elle a abandonné un groupe d'invités au milieu d'une phrase et a fendu la foule en notre direction, son mari sur les talons, tel un caniche fidèle. Son visage arborait un sourire éclatant, une arme de dissimulation massive. Bastien. Mais quelle surprise de te voir ici, avec ma sœur, a-t-elle lancé d'une voix qu'elle voulait légère. Élodie, tu es pleine de secrets, je ne savais pas que vous vous connaissiez. Bastien a levé les yeux vers elle, son calme olympien agissant comme un mur contre l'agitation de Coralie. Oh, mais si. Notre histoire remonte à loin, a-t-il répondu, sa voix pleine de sous-entendus. Il a ensuite resserré sa prise sur ma main, qu'il n'avait pas lâchée. N'est-ce pas, Élodie? J'ai soutenu le regard furieux de ma sœur. Certaines histoires sont trop précieuses pour être racontées à tout le monde, ai-je répliqué, savourant sa frustration visible. Jean-Philippe, sentant la tension, a tenté une diversion. C'est formidable. Le monde est vraiment petit. Comment vous êtes-vous rencontrés? Bastien a ri doucement. C'est une de ces histoires un peu folles. Peut-être qu'on vous la racontera un jour, autour d'un bon dîner. Sa réponse évasive était parfaite,
ne leur donnant rien à quoi se raccrocher tout en alimentant le mystère. Dépitée, Coralie a fini par battre en retraite, non sans me lancer un regard qui promettait une explication future. On dirait un chat qui a trouvé un bol de lait vide, a murmuré Bastien dès qu'elle a eu le dos tourné. J'ai éclaté de rire, un rire qui a fait se retourner plusieurs personnes. La conversation a ensuite repris entre nous, mais elle est devenue plus profonde, plus personnelle. Le jeu de rôle s'effaçait pour laisser place à une véritable connexion. Il m'a parlé de son premier projet d'architecture, un échec cuisant qui lui avait appris l'humilité. J'étais arrogant, je pensais tout savoir, a-t-il avoué. La réalité m'a donné une bonne leçon. Mais c'est grâce à cet échec que j'ai trouvé ma véritable voie. À mon tour, je lui ai raconté mes débuts difficiles à Paris, les petits boulots, les doutes, la solitude des premiers mois. Je lui ai parlé d'un patron tyrannique qui avait failli me faire tout abandonner. « Qu'est-ce qui vous a fait tenir ?» a-t-il demandé. « La rage, je crois, ai-je répondu honnêtement. La rage de prouver qu'il avait tort. Et l'amour de ce que je faisais. » Il a hoché la tête, un regard de profonde compréhension dans les yeux. La rage peut être un carburant formidable. Nous avons découvert une éthique de travail similaire, une même résilience face à l'adversité. Nous avons parlé de nos familles, de la complexité des liens du sang, de la difficulté de tracer sa propre route. Il m'a parlé de sa sœur cadette, avec qui il avait une relation très protectrice. Elle est l'opposé de moi, une artiste dans l'âme. Mes parents ont eu du mal à l'accepter. Je me suis toujours battue pour qu'il respecte ses choix. En l'écoutant, je ressentais une pointe de jalousie. J'aurais rêvé d'avoir un frère comme lui. J'ai compris que sa réaction face à l'attitude de Coralie n'était pas un simple acte de chevalerie. Elle était ancrée dans ses valeurs les plus profondes. Si vous avez déjà vécu ce moment rare où, en quelques heures, vous avez l'impression d'en apprendre plus sur quelqu'un et sur vous-même qu'en des années d'amitié, vous comprendrez la magie de cet instant. La musique dans la salle a changé, adoptant un rythme plus lent. Une ballade mélancolique a rempli l'espace. Bastien a interrompu sa phrase. Il m'a regardé intensément, puis son regard s'est porté sur la piste de danse. Il s'est levé, son ombre s'étirant dans la lumière tamisée, et m'a tendu la main. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. La question était dans ses yeux. Et ma réponse, dans la main que j'ai posée dans la sienne. Marcher vers la piste de danse main dans la main avec Bastien était surréaliste. C'était comme si j'étais sortie des coulisses pour entrer en pleine lumière. Les conversations semblaient s'éteindre sur notre passage. J'ai senti le regard de ma mère, un mélange d'incompréhension et de reproche. J'ai vu mon père détourner les yeux, fuyant la confrontation imminente. Et j'ai vu Coralie, assise à la table d'honneur, son visage un masque de fureur contenue. Bastien m'a attiré contre lui, sa main se posant fermement dans le creux de mon dos. La chanson était une vieille mélodie de Francis Cabrel, une de celles que mes parents écoutaient quand j'étais enfant. Une vague de nostalgie m'a submergée. Il a commencé à me guider, avec une assurance tranquille qui a immédiatement apaisé ma nervosité. Je me suis laissé aller, posant ma tête sur son épaule pendant quelques secondes, fermant les yeux. Pour la première fois de la soirée, je ne pensais plus à Coralie. Je ne pensais plus au jugement des autres. Il n'y avait que la musique, la chaleur de sa présence, et ce sentiment étrange et nouveau de ne pas être seul. « Vous dansez merveilleusement bien », a-t-il murmuré à mon oreille. « C'est vous qui me guidez », ai-je répondu. Il suffit d'avoir une bonne partenaire. Ce moment de paix a été, comme il fallait s'y attendre, de courte durée. J'ai vu Coralie se lever, suivie de près par Jean-Philippe qui semblait supplier le ciel de l'engloutir. Ils sont arrivés à notre hauteur, leur présence brisant la bulle de notre intimité. « Quelle belle danse !» a commencé Coralie, sa voix suintant le sarcasme. « Bastien, je suis sûre qu'Élodie ne verra pas d'inconvénient à te partager. J'aimerais beaucoup avoir ma danse avec le cousin de mon époux. » Bastien a continué à se balancer doucement, sans me lâcher. « C'est très aimable, Coralie, mais je crains de devoir décliner. Cette danse est réservée. » Le refus public a été une gifle pour Coralie. Son sourire s'est effacé. « Je vois. Élodie t'a complètement retourné le cerveau. C'est son grand talent, tu sais. Jouer la victime pour attirer la sympathie.
Elle fait ça depuis qu'on est petite. Mais je suis contente pour toi, ma sœur, a-t-elle ajouté en se tournant vers moi. Je suis contente que tu aies enfin trouvé quelqu'un. On commençait sérieusement à désespérer. On se disait que tu allais finir seule avec tes dossiers et tes chats. Chaque mot était une flèche empoisonnée. Jean-Philippe a tiré sur la manche de sa femme. Coralie, ça suffit, s'il te plaît. Tu es ridicule. Ridicule? Je suis ridicule, a-t-elle sifflé. Je dis simplement la vérité. Nous nous sommes tous inquiétés pour elle. C'est là que Bastien est intervenu. Sa voix était restée basse, mais elle tranchait comme une lame de rasoir. L'inquiétude, la vraie, est silencieuse et bienveillante. Ce que vous faites, Coralie, c'est de la performance. Vous utilisez le statut de votre sœur pour vous mettre en valeur, pour vous donner le beau rôle de la petite sœur aimante et soucieuse. C'est pathétique. Coralie, à court d'arguments, s'est tournée vers moi, son dernier recours. Et toi? Tu ne dis rien? Tu laisses cet homme, cet inconnu, m'humilier à mon propre mariage? Tu es de son côté, maintenant? J'ai levé la tête de l'épaule de Bastien. J'ai regardé ma sœur, et j'ai vu non pas une femme méchante, mais une femme profondément malheureuse et insécure. Et soudain, elle n'avait plus de pouvoir sur moi. J'ai pris une inspiration. Ma voix était calme, posée, mais chargée du poids de toutes les années de silence. Assez, Coralie. Le mot a résonné dans le silence qui s'était fait autour de nous. Il n'était pas agressif. Il était définitif. C'était une porte qui se fermait. Coralie m'a regardé, les yeux écarquillés, comme si elle ne me reconnaissait pas. Pour la première fois, je ne lui avais pas cédé. Je ne m'étais pas justifiée. J'avais simplement mis un terme. Sans un mot de plus, elle a tourné les talons et a quitté la piste de danse, laissant derrière elle un sillage de malaise. La musique a repris, mais quelque chose avait changé pour toujours. L'incident sur la piste de danse a créé une onde de choc qui s'est propagée dans toute la salle. Coralie s'est réfugiée à la table d'honneur, tournant un dos furieux au reste de la fête. Son échec était désormais public, et mon statut, par la même occasion, venait d'être redéfini. Je n'étais plus la victime, j'étais celle qui avait osé dire non. Bastien, enfin stratège, a senti que c'était le moment de consolider notre position. Avec un aplomb remarquable, il a interpellé le maître d'hôtel. « Excusez-moi, la proximité des enceintes donne une migraine terrible à ma compagne. Serait-il possible d'avoir une table un peu plus au calme ?» Le mensonge était transparent, mais personne n'a osé le relever. En un clin d'œil, nous avons été escortés à une table bien mieux placée, au centre de la salle, comme si nous étions des invités d'honneur. Ce simple changement de lieu a tout changé. Soudain, nous étions accessibles, visibles, et les invités ont commencé à affluer. C'était un défilé incessant. Des oncles, des tantes, des cousins de la famille Bernard, tous ceux qui m'avaient superbement ignoré plus tôt, se pressaient maintenant pour être présentés à Bastien, et, par extension, à moi. « Alors, Élodie, vous nous cachiez bien des choses », m'a lancé un oncle jovial. Un jeune homme si charmant. Madame Bernard, la mère de Jean-Philippe, a fait un retour remarqué. Son attitude glaciale avait fondu pour laisser place à une chaleur suspecte. « Ma chère Élodie, je dois dire que vous avez un goût exquis. Bastien est un jeune homme si prometteur. Son père est un ami de longue date de mon mari, vous savez. Un homme très influent à Lyon. » Elle a ensuite passé 10 minutes à me vanter les mérites de la famille de Bastien, comme pour s'excuser de m'avoir si mal jugé. Je l'écoutais, un petit sourire aux lèvres, savourant l'ironie de la situation. Ma valeur à ses yeux ne dépendait pas de qui j'étais, mais de l'homme qui se tenait à mes côtés. C'était à la fois triste et délicieusement satisfaisant. Le clou de la soirée, la cerise sur le gâteau de ma revanche, est arrivé avec le lancer de la jarretière. Quand le DJ a appelé les hommes célibataires, Bastien s'est levé sans hésitation. « Bastien, non !» a crié Coralie, sa voix trahissant sa panique. « Tu n'es pas célibataire !» Il s'est tourné vers elle, un sourire désarmant aux lèvres. « Ne t'inquiète pas, Coralie. C'est juste pour le jeu. » Il m'a adressé un clin d'œil. « Et puis, notre statut est encore un peu confidentiel.
Le destin a un sens de l'humour certain. La jarretière a volé dans les airs et a atterri, comme par magie, entre les mains de Bastien. La foule a applaudi à tout rompre. La tradition voulait que le gagnant la passe à la jambe de la gagnante du bouquet. Mais la jeune femme en question était rentrée chez elle. « Oh là là, nous avons un problème », s'est exclamé le DJ. « Il nous faut une remplaçante. » Tous les regards se sont instantanément tournés vers moi. Je me suis senti rougir. C'était trop. C'était trop parfait. Bastien s'est approché de moi. Il n'a pas posé la question. Il a simplement attendu mon accord. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. Une chaise a été apportée au milieu de la piste de danse. Je me suis assise, le cœur battant à grands coups. Bastien s'est agenouillé devant moi. Le geste était d'une galanterie d'un autre temps. Il a pris ma cheville avec une délicatesse infinie. J'ai senti ses doigts effleurer ma peau alors qu'il faisait glisser lentement le ruban de soie le long de mon mollet, jusqu'à ma cuisse. Le silence dans la salle était total. Ce moment, qui aurait pu être gênant, était chargé d'une tension incroyablement romantique. Quand il a eu terminé, il est resté un instant à genoux, son regard plongé dans le mien. J'ai levé les yeux vers la table d'honneur. Coralie me regardait, son visage dévasté. Dans ses yeux, je n'ai pas lu de la colère, mais de la pure incrédulité. Elle avait voulu faire de moi la risée de la soirée, et j'en étais devenue la reine. Sa propre fête, son propre triomphe, venait de m'être offert sur un plateau d'argent. La fête s'est éteinte peu à peu. Les rires se sont faits plus rares, la musique plus douce. Les invités partaient par petits groupes, laissant derrière eux une salle parsemée de verres vides et de serpentins fatigués. Une étrange mélancolie flottait dans l'air, celle de la fin d'une parenthèse enchantée. Pour moi, c'était plus que ça. C'était la fin d'un acte, et je ne savais pas ce que le suivant me réservait. Bastien a proposé de me raccompagner jusqu'à ma voiture. Nous avons quitté la chaleur de la salle de réception pour la fraîcheur de la nuit provençale. Le silence entre nous n'était pas gênant, il était rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Le bruit de nos pas sur le gravier était le seul son qui troublait la quiétude de la nuit. Arrivé près de ma voiture, je me suis arrêtée et je me suis tournée vers lui. Sous la lumière pâle de la lune, son visage semblait sculpté dans le marbre. Je cherchais mes mots, je voulais trouver une façon de le remercier qui soit à la hauteur de ce qu'il avait fait. Je ne sais pas par où commencer, ai-je avoué, ma voix à peine audible. Ce que vous avez fait ce soir. Vous n'étiez pas obligé. Vous auriez pu simplement ignorer la situation, comme tout le monde. Je vous serai éternellement reconnaissante. Il a secoué la tête, un léger sourire aux lèvres. Je n'ai pas fait ça pour que vous soyez reconnaissante, Élodie. J'ai fait ça parce que je ne supporte pas l'injustice, surtout quand elle est si lâche. Même si ce n'était qu'un jeu, ai-je poursuivi, ça m'a paru si réel. Il a fait un pas vers moi, réduisant l'espace qui nous séparait. Son regard était si intense que j'ai dû retenir ma respiration. Et si ce n'était pas un jeu? Pas entièrement. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je ne comprends pas. On ne se connaît pas. C'est vrai, a-t-il concédé. Je ne connais pas votre histoire. Mais j'ai vu qui vous étiez. J'ai vu votre force quand vous encaissiez les coups sans broncher. J'ai vu votre passion quand vous parliez de votre travail. Et j'ai vu votre courage quand vous avez finalement dit « assez ». Je crois que parfois, on en apprend plus sur quelqu'un en quelques heures de crise qu'en des années de banalité. Il a marqué une pause. La femme que j'ai vue ce soir, Élodie, n'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de jouer. C'est quelqu'un que j'ai envie de connaître. Ces mots étaient comme une clé qui ouvrait une porte que j'avais gardée verrouillée depuis des années. La porte de la vulnérabilité. J'ai pensé à Marc, à ses reproches. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais caché mes ambitions, où j'avais minimisé mes succès pour ne pas effrayer les hommes. Et cet homme, cet inconnu, semblait être attiré précisément par ce que les autres avaient rejeté. J'ai peur, ai-je murmuré, une confession qui m'a échappé. J'ai peur que les gens, que les hommes, soient intimidés par ce que je suis. Seuls les hommes faibles sont intimidés par les femmes fortes, a-t-il répondu sans hésiter. Un homme digne de ce nom ne veut pas du nombre. Il veut une partenaire, quelqu'un qui le pousse à être meilleur.
Il a sorti de sa poche une carte de visite et un stylo. Il a écrit quelque chose au dos et me l'a tendu. Voici mon numéro. Je ne vous demanderai rien. Mais sachez que si vous appelez, je serai de l'autre côté de la ligne. Et j'espérerai sincèrement que vous le ferez. J'ai pris la carte, nos doigts se sont frôlés. Le contact a été comme une étincelle. J'ai regardé le numéro, puis j'ai levé les yeux vers lui. Une impulsion, une folie, m'a traversée. Et si je n'ai pas envie d'attendre? Son sourire s'est élargi. Alors ce sera la plus belle notification que je recevrai cette année. Je suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes. En démarrant, je l'ai vu dans mon rétroviseur, une silhouette solide et rassurante sous les étoiles. J'avais le choix. Rentrer à Paris et classer cette nuit dans la catégorie des souvenirs étranges, ou prendre un risque. Le plus grand de ma vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le trajet jusqu'à mon hôtel a été le plus long de ma vie. Mon esprit était en ébullition. Chaque kilomètre qui me séparait de lui me semblait être une erreur. Arrivé dans ma chambre, je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lumière. Je me suis assise sur le lit, dans le noir, la carte de visite de Bastien serrée dans ma main. Les voix du doute étaient assourdissantes. C'est un séducteur. C'est trop beau pour être vrai. Il va te décevoir comme les autres. C'était le cœur de mes peurs, dirigé par le fantôme de mon ex et la voix de ma sœur. Puis, une autre voix s'est élevée, plus calme, plus sage. C'était la mienne. Elle me disait, et si, pour une fois, tu prenais le risque d'être heureuse? J'ai allumé la lampe de chevet. J'ai pris mon téléphone, avant de pouvoir changer d'avis, j'ai composé le numéro. Il a décroché instantanément, comme s'il attendait, la main sur son téléphone. Bonsoir, Élodie. Cette conversation a duré jusqu'à l'aube. Le lendemain, il a repoussé son retour à Lyon. Nous avons passé la journée à flâner dans les rues d'Aix-en-Provence, à manger une glace sur le cours Mirabeau, à parler de tout et de rien. C'était simple. C'était évident. Comme si nos âmes se reconnaissaient. Les mois qui ont suivi ont confirmé cette première impression. Notre relation s'est construite sur des allers-retours entre Paris et Lyon, des retrouvailles joyeuses dans les gares, des conversations nocturnes sur FaceTime. C'était un amour moderne, un amour patient. Puis, 6 mois après le mariage, le destin nous a fait un cadeau. Un grand cabinet d'architecture parisien a débauché Bastien pour un projet majeur. Il a déménagé à Paris. Nous avons cherché notre premier appartement ensemble, un processus à la fois stressant et exaltant. Nous avons fini par trouver notre perle rare, un appartement sous les toits avec une petite terrasse qui offrait une vue imprenable sur la ville. Vivre avec Bastien était d'une facilité déconcertante. Il était mon plus grand supporter, lisant mes propositions commerciales, célébrant mes victoires. Et j'étais la sienne, l'aidant à préparer ses concours, l'écoutant parler de matériaux durables pendant des heures avec une fascination sincère. Nous étions une équipe. 1 an, jour pour jour, après la fameuse soirée, il a insisté pour que nous retournions en Provence pour le week-end. Il m'a emmené dîner au domaine de Vallombreuse. J'ai ressenti un frisson en y retournant, mais le lieu ne m'évoquait plus l'humiliation, mais le début de notre histoire. Après le dîner, il m'a entraîné dans les jardins, à l'endroit exact où il m'avait donné son numéro. Là, sous les mêmes étoiles, il a mis un genou à terre. Élodie, a-t-il commencé, sa voix chargée d'émotion, il y a 1 an, à cet endroit précis, j'ai rencontré une femme que je n'étais pas censée connaître. Aujourd'hui, je ne peux plus imaginer ma vie sans elle. Veux-tu continuer à écrire notre histoire avec moi? Mon « oui » a été le plus beau mot que j'ai jamais prononcé. L'annonce de nos fiançailles a été accueillie avec une joie immense par nos amis et sa famille. Ma famille, c'était plus compliqué. Mes parents étaient ravis. Coralie, elle, a mis 1 semaine à réagir. Son message était laconique, félicitations. J'espère que tu es sûr de toi. Elle est venue nous rendre visite quelques mois plus tard, sous prétexte d'un voyage d'affaires à Paris. Elle a fait le tour de notre appartement, son regard scrutant chaque détail.
C'est mignon, a-t-elle finalement déclaré, le mot sonnant comme une sentence. Un peu bohème, non? La terrasse est minuscule. Vous ne comptez pas avoir d'enfant ici, j'espère. L'ancienne Élodie aurait été mortifiée. Elle se serait justifiée. Mais la femme que j'étais devenue, sûre de son amour et de ses choix, a simplement souri. Nous aimons notre nid, Coralie. C'est notre havre de paix. Et c'est bien assez grand pour notre bonheur. Mon calme l'a désarçonnée. Elle a compris qu'elle n'avait plus de prise sur moi. Elle a changé de sujet, mais le reste de sa visite a été empreint d'une tension palpable. Elle était venue chercher une faille, et elle n'avait trouvé qu'un couple solide et heureux. C'était sa plus grande défaite. Et ma plus belle victoire. Nous nous sommes mariés un jour d'octobre en Bourgogne, quand les vignes se parent de couleurs flamboyantes. La cérémonie était à notre image, simple, sincère et pleine d'émotion. Nous avons échangé nos vœux sous un chêne centenaire, entouré d'un petit cercle de nos proches. En regardant les visages de nos amis, de la famille de Bastien qui m'avait accueilli à bras ouverts, de mes parents visiblement émus, j'ai ressenti une plénitude que je n'aurais jamais cru possible. Coralie était ma demoiselle d'honneur. Une concession que j'avais faite au nom d'une paix familiale précaire. Elle jouait son rôle à la perfection, m'aidant avec ma robe, me tendant un mouchoir au bon moment, son visage une composition parfaite de joie fraternelle. Lors du dîner, elle a levé sa coupe pour porter un toast. Son discours a été un monument de révisionnisme historique. Ma chère grande sœur, a-t-elle commencé, sa voix tremblante d'une émotion feinte. Qui aurait cru, il y a un peu plus d'un an, que nous serions ici aujourd'hui? J'ai toujours su au fond de moi que ton exigence et ton indépendance finiraient par payer. Il te fallait juste un homme à ta hauteur. Elle a marqué une pause, me regardant avec des yeux brillants. Je suis si heureuse que mon mariage ait pu être le théâtre de votre rencontre. Parfois, l'amour a besoin d'un petit coup de pouce du destin, et d'une petite sœur bienveillante. Un silence gêné a flotté quelques secondes dans l'assemblée. J'ai senti la colère monter en moi, une dernière vague de ressentiment. Elle osait. Elle osait s'attribuer le mérite de notre histoire, transformer sa cruauté en un acte de matchmaking génial. J'allais me lever, j'allais dire quelque chose, quand j'ai senti la main de Bastien sur la mienne. Je l'ai regardé. Il m'a souri, un sourire qui disait « Laisse tomber. Ça n'a pas d'importance. » Et il avait raison. J'ai regardé ma sœur, qui achevait son discours sous les applaudissements polis. Et j'ai vu une femme prisonnière de son propre récit, obligée de mentir pour exister. Et j'ai ressenti pour elle, non pas de la haine, mais une immense pitié. Son discours n'était pas pour moi, ni pour les invités. C'était pour elle. Un dernier effort désespéré pour ne pas perdre la face. Plus tard dans la soirée, Bastien et moi nous sommes éclipsés sur la terrasse pour respirer l'air frais. Elle ne changera jamais, ai-je soupiré. Non, a-t-il répondu en m'enlaçant. Mais toi, tu as changé. Et c'est tout ce qui compte. Il avait raison. La vraie victoire, ce n'était pas de lui prouver qu'elle avait tort. C'était de réaliser que son approbation ou sa désapprobation n'avait plus le moindre impact sur ma vie. Mon bonheur ne dépendait plus de son regard. J'étais libre. La méchanceté de Coralie, ce jour-là en Provence, a été l'événement déclencheur qui a fait voler en éclats ma vieille vie. En essayant de me détruire, elle m'a paradoxalement offert la chance de me reconstruire, plus forte, plus authentique. Son plan a été le catalyseur de ma plus belle histoire d'amour. C'est l'ironie la plus douce et la plus parfaite qui soit. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé que la lumière peut jaillir des endroits les plus sombres, alors je vous invite à laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Votre soutien est précieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de résilience et de destins inattendus. Et surtout, la parole est à vous dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une expérience où une grande épreuve s'est transformée en une bénédiction? Racontez-moi votre histoire. Elle nous rappelle à tous la force de l'esprit humain. Merci infiniment de m'avoir écouté.